parce que c'était vraiment ça. Je sentais que j'avais un conflit à l'intérieur de moi par rapport à la créativité. Et il y a plusieurs choses en fait qui se sont enchaînées au cours de l'année, je dirais fin 2019, début 2020. Donc Elina Unleashed a été créée en mai 2020, juste pour la perspective. Et, et vraiment, j'avais ce truc de mais j'ai envie de créer. J'étais déjà entrepreneur, mais je sentais qu'il y avait un gros blocage sur la créativité. Et j'ai eu plusieurs indicateurs comme quoi il y avait vraiment quelque chose. À partir de septembre 2019, ça commençait à bouger en fait. Les prémices, ils étaient là. Il y a eu. J'étais coach à ce moment-là et en fait, je sentais que j'étais pas complètement alignée dans l'énergie, dans mon activité par rapport au coaching. Donc, il y avait déjà ça qui commençait à bouger. Il y a toi, Laure, ça a été un gros tournant pour moi qui a toi-même ouvert ton énergie créative, artistique. Et comme on était très proches, on bossait ensemble, et ben, c'est vrai que ça a fait un effet ricochet énorme. Je me souviens de m'être dit, oh putain, mais si quelqu'un d'aussi proche de moi s'y met, mais je vais pas pouvoir y couper, tu vois. Je sentais déjà qu'il y avait un truc hyper fort qui était là. Et pareil, j'avais plein d'indices comme ça. Je coachais à ce moment-là une personne, je ne sais pas si elle regarde le live, elle se reconnaîtra. Et on est arrivé justement, elle aussi, sur une problématique artistique, créativité. Et je me suis fait direct superviser parce qu'en fait, j'ai senti à l'intérieur, j'étais là, putain. Et ça, c'était en l'espace de 2 semaines, j'ai senti une grosse pression par rapport à ça. Je l'ai laissé vivre, on va dire, cette pression. Je ne l'ai pas tout de suite, je ne m'en suis pas emparée tout de suite. Et j'ai changé de direction aussi professionnelle. Du coup, j'ai décidé d'arrêter le coaching. Je me suis plutôt orientée sur de la création de contenu, toujours pour l'équipe de coach dans laquelle je travaillais. Mais c'était toujours là, en fait. C'était toujours là. Ça pourrissait. Et il s'est passé, c'était, je dirais, vers le mois d'avril, du coup, confinement. Et là, en fait, j'ai envie de dire, j'ai juste suivi un élan. J'ai suivi un élan créatif. Je me suis dit, tiens, j'ai une idée de vidéo, de script. Je vais le faire, c'est drôle. Ça m'amusait. C'était drôle dans le sens, ça m'amusait moi. Et en fait, je me suis éclatée. Je l'ai partagée. C'était pas encore celle qui découvrait les règles, la première vidéo. C'était une autre que j'avais faite dans un groupe privé, justement, à ce moment-là, où il y avait quand même 1000 personnes. Donc, voilà. Et en fait, je me suis éclatée, il y avait du répondant et j'ai continué. En fait, tout s'est enchaîné très vite à partir de là. C'était comme s'il y avait le tipping point, le point de rupture qui était dépassé. Et en fait, il n'y avait pas de machine arrière possible, hein, parce qu'en plus, il y avait tellement de kiff et de plaisir que ça a vraiment commencé sur un coup de «Oh tiens, je vais essayer ça». Et voilà. Il y a Sarah qui veut savoir si c'est elle la cliente mystère. C'est elle. Elle est donc là. Mm. Ok. C'est quoi ce ressenti de pas de machine arrière? Parce que du coup, moi j'ai vécu la même chose, donc je vois bien il y a ce moment où tu sens que c'est là, mais c'est pas le moment où il y a quelque chose qui est présent. Tu fais quand même de la place. Il y a le déni, on va dire, la phase avant. Il y a la phase où ça pousse un peu à la porte, mais bon, faut peut-être pas et machin. Et c'est quoi ce ressenti de il n'y a pas de machine arrière en fait? Du coup, je vais préciser un tout petit peu ce qui s'est passé dans les semaines avant, parce que c'est ça, en fait, qui provoque le non-retour en arrière, on va dire. Donc, effectivement, il y a eu un peu une phase de déni, ou en tout cas, je flirte avec ça, mais je m'en occuperai plus tard, j'ai d'autres priorités maintenant. Et ensuite, je me souviens quand même arriver à un point où j'avais, comment dire, j'avais, on va dire, fait beaucoup de choses, j'avais réalisé beaucoup d'objectifs que je m'étais fixés depuis que j'étais entrepreneur. Et je ne voyais plus l'étape d'après, en fait. J'étais dans le noir je suis à un palier, ça va bien, mais ça va pas, en fait. Parce qu'en fait, là, je vois pas, c'est quoi la marche d'après? Je sens que la marche logique, elle me plaît pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a eu il y a eu beaucoup d'inconfort, en fait, qui ont participé à tout ça. Et je suis restée avec cet inconfort en continuant ma vie, quoi. Je suis pas restée dans mon canapé. Mais je suis restée avec ça. Mais par contre, ce qui a changé en moi à partir de ce moment-là, c'était vraiment le fait de dire, OK, moi, je veux me rencontrer encore plus profondément.
voir c'est quoi la couleur de ma créativité, la forme, enfin peu importe, et vraiment ouvrir sur l'énergie artistique. Et je me souviens d'ailleurs en fait avoir fait un entretien pour un coaching où je l'avais annoncé dans mes objectifs. Donc ça, c'était le mois de mars. Donc j'avais déjà fait le choix que bon, maintenant c'était plus sous le tapis en fait. Donc il y a eu vraiment un moment de choix très fort. Je me souviens aussi, j'ai fait un stage de développement personnel juste avant, où j'avais marqué que voilà, je voulais suivre mes élans créatifs. Mais j'avais marqué ça un peu, je m'étais trouvée même assez nulle de marquer genre super, tu marques que ça, franchement, c'est pas un gros risque. Hein. Ouais. Et en fait, il y a tout ça qui, mélangé, en fait, c'est des choix et de nouveau des choix, en fait, où j'étais vraiment honnête avec moi et ce que je voulais, même si, franchement, à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, de ce qui allait sortir, si même quelque chose allait sortir, en fait. J'étais juste avec mon ressenti que là, ça suffit les conneries, en fait. J'ai eu des panneaux de signalisation depuis mon adolescence sur le fait qu'il y a quelque chose avec ça que j'ai vu, mais tu fais ah oui, et tu continues, tu vois. Mais donc c'était ouais, un choix très fort, et je pense que c'est ça qui a fait le point de bascule, c'est que du coup, ça s'est cristallisé à un point où j'ai suivi cet élan créatif, que j'ai eu envie de partager, euh, et qui après, ben, ça a buzzé, et moi je prenais tellement, comme je disais, de plaisir, ça m'a ouvert tellement une porte sur moi, en fait, un monde sur moi. C'est surtout ça, en fait, c'est ce que j'ai vu de moi et de l'espace. D'un coup, j'ai mis de la lumière, qui était toujours là, hein, tu vois, mais qui a toujours été là, et j'ai mis de la lumière et je ne pouvais plus éteindre la lumière. Ça n'avait aucun sens, en fait. C'est comme ça que je le ressens. C'est la première fois que je le formalise aussi, donc voilà. C'est pour ça que pour moi, il y avait un point de non-retour. Et les panneaux de signalisation, quand tu dis ça, c'est qu'il n'y avait pas eu, j'avais lu ça dans ta newsletter, j'ai kiffé, et puis on en avait parlé, mais il n'y a pas eu de révélation mystique à l'âge de 5 ans en mettant des Legos ensemble, d'un talent artistique, il n'y a pas eu d'attrait pour la vidéo avant, enfin, il y avait pas de, enfin, tu n'avais jamais poursuivi quelque chose d'artistique, toi, personnellement? Non, ça, c'était le truc qui me déstabilisait énormément. Et d'ailleurs, intellectuellement parlant, j'arrive toujours pas à le comprendre, très sincèrement. Mais j'ai toujours eu une grande sensibilité. Je sais pas comment dire, depuis gamine, si tu veux, j'ai de la sensibilité. J'avais un peu, certes, le profil de la meuf qui pouvait être créative, artiste, mais dans les faits, bah, j'ai fait de la gym, mais je mets pas ça dans le volet, tu vois, créatif, artistique. Enfin, j'ai fait 2 ans de dessin. Pareil, à un moment, j'ai été frappée par la grâce divine. Je ne savais pas du tout dessiner. J'ai su dessiner du jour au lendemain. Sauf qu'à un moment, c'est devenu difficile parce que ben, il fallait apprendre, il fallait progresser. Et j'avais 15-16 ans, je crois, à l'époque. Et ça m'a fait chier, j'avais d'autres choses à faire. C'était trop. J'avais pas la motivation suffisante pour dépasser ces difficultés, on va dire, ce cap de progression. Mais sinon, moi-même, en fait, le souci que j'avais aussi, c'est qu'on a pu me renvoyer le fait que j'étais créative. Alors, pas en termes artistiques, mais dans ma vie, on va dire, de manière générale. Mais moi, j'avais jamais réussi à m'en saisir, en fait. C'était ça, j'avais pas de recul sur la couleur de ma créativité, même naturellement, tu vois, sans parler d'artistique. Mais alors, l'artistique, comme je te dis, à part mes 2 ans de dessin, j'ai dû écrire 3 poèmes dans ma vie. Mais par contre, je sentais à l'intérieur un bouillonnement et une frustration qui cohabitaient tout le temps, en fait. La frustration de sentir que c'était là, et en même temps de me dire, bah non, il n'y a aucune preuve que c'est là. Et, et d'ailleurs, quand je parle de panneau de signalisation, mais c'est pour l'anecdote, mais la plupart de mes ex et même mon chéri actuel sont des artistes. Donc déjà, voilà. J'ai travaillé pendant 4 ans pour des artistes, donc en backstage. Enfin, c'était moi qui menais qui faisait en sorte que les projets artistiques puissent se faire. Voilà. Donc, disons que j'avais des indices. J'adore. En fait, déjà, c'est trop bien. J'adore comment tu t'exprimes sur ça. À chaque fois qu'on parle de sujet, je suis révolutionnée par la clarté et la façon dont tu l'exprimes.
Et on est hyper en miroir là-dessus, parce que moi, quand cette énergie d'artiste, du coup, elle est apparue en coaching, je me suis dit, bah, en même temps, j'ai chialé, et en même temps, je me suis dit, mais d'où, c'est genre, c'est foutu, à 33 ans, tu découvres pas que tu es artiste, c'est de la connerie, tu vois, ça y aurait eu des signes avant. Et en même temps, tu te mets à chercher frénétiquement dans ton passé, genre, je suis sûre qu'il y avait des signes quelque part. Mais ça me parle de ouf. Tu sais, as trop envie de raconter l'histoire de Mozart, mais frustré, genre non, mais en fait, maintenant, je me rends compte qu'avec mes cuillères, je faisais de la musique et tout, j'avais complètement nié ce souvenir. Non, pas du tout. Mais par contre, ce truc de la frustration qui cohabite en permanence, ben, ça me parle de dingue, parce que tu vois, je me dis, si on part du principe que ça, c'est un signe, que la frustration de ne pas faire parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'on s'en fout, peu importe, et autant un signe que les gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas cette frustration, n'ont pas ces barrières, et eux se mettent à créer. En fait, la frustration est aussi un aussi bon signal que le fait de ne pas l'avoir et du coup de passer direct à l'étape création. Bah, effectivement, moi, je me reconnais de ouf là-dedans, en même temps à dire « Ah non, je ne suis pas artiste et je ne suis pas créative. J'écris que des trucs de la vraie vie, donc ce n'est pas de la création. » Et en même temps, à avoir tout le temps cette espèce de truc où ah, tu vas prendre un cours de dessin, ah, tu vas chanter, ah, tu vas faire… moi, j'ai pris un avion pour aller à un cours sur des scénarios parce que j'avais envie de comprendre comment on écrit un scénario, en même temps que je n'avais aucune perspective d'écrire un scénario pour qui que ce soit. Mais ce truc est tout le temps là et vient tout le temps te dire « Allez, occupe-toi de moi, bordel !» Ouais, c'est exactement ça. Et puis, moi, j'ai toujours senti, j'ai toujours été attentive à ce que ça me provoquait, ces personnes que moi, j'estimais qu'ils n'avaient pas de problème dans leur accès à la créativité ou à leur art. Et j'étais toujours fascinée et j'avais toujours envie de parler des heures avec eux ou lire des bouquins sur ça ou tu vois, regarder les making-of des séries ou des films, ça me fascinait, ça m'a toujours fascinée. Donc, j'avais un attrait et tu sais, je sentais que c'était genre j'avais un appétit de dingue pour ça. Et en même temps que ça fermait aussi parce que je me dis putain, mais ça se trouve, moi je l'ai pas et je l'aurai jamais, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment. Pour moi, c'est des en tout cas, je sais pas si c'est une loi universelle. Dans ce que j'observe, je trouve qu'il y a quand même un. Ça fait en tout cas partie d'un des signes et des chemins pour certaines personnes. En fait, tu n'es pas forcément tout de suite avec ta créativité pleinement déployée, quoi. Ben, c'est ça. J'aime vraiment bien, je l'ai noté, là, l'idée que la frustration, c'est un signal. C'est juste que dans un cadre, tu as pu créer tout de suite, donc il n'y a pas la frustration, il y a d'autres obstacles. Et dans un cadre où tu n'as pas pu ou pas été encouragé, ou juste ce n'était pas ton moyen de communication, c'était Elsa qui dit ça, tu n'as peut-être pas encore trouvé ou inventé ton canal de communication avec ta créativité. Bah, du coup, dans ce cas-là, effectivement, c'est ta frustration qui devient le signal, quoi. Oui, et puis à ça, tu vois, c'est ce que je disais, pour moi en tout cas, ça a été ça. Il y a eu deux énormes croyances que j'avais sur la créativité qui bloquaient aussi le bordel. C'était que être créatif, c'était être artiste. Et quand je dis artiste, c'était pas artiste de la vie, hein. C'était le chant, le danse, tu vois, les trucs reconnus comme de l'art, on va dire. Et l'autre, c'était, j'avais une idée, comment dire, mon radar allait que sur les choses, comment dire, les formes créatives, artistiques, où je me disais non mais moi c'est pas ça. Et du coup, j'étais tellement collée avec tout ça que je pouvais pas, j'avais pas d'espace en fait pour déployer la mienne ou juste m'amuser aussi, tu vois. C'était. Ouais, je vois, je vois bien. Du coup, on a pris un détour passionnant par ces panneaux de signalisation. Mais ensuite, tu as eu pendant le confinement, je sais que le confinement aussi a joué un rôle là-dedans et c'est intéressant de voir que ce cadre ultra contraignant et forcé, les aventures d'Elina confinée, a fait émerger ça. Et puis, est-ce que tu peux continuer à du coup dérouler comment on passe de 0 à 300 000 vues en quelques semaines? Ouais. Ouais, donc déjà le confinement, bon, je ne saurais jamais ce que ça aurait donné dans un autre contexte, hein, parce que ce n'est pas la réalité que j'ai vécue, mais clairement, ça a joué parce que donc moi, j'ai continué à travailler, ça n'a pas du tout impacté mon emploi du temps en termes de travail, mais le soir et puis le week-end, en fait, j'étais toute seule, j'ai passé 2 mois et demi vraiment toute seule en tête-à-tête avec un magnifique chat, mais
je me suis pas dit tiens je vais créer, hein. À aucun moment je me suis dit ça. C'était vraiment, c'est ça aussi qui est assez fou, c'est j'ai juste suivi ce qui était là et l'énergie qui était présente à un moment. Et je pense que le fait d'être confinée, plus tout ce que j'ai expliqué de où j'en étais de mon cheminement d'entrepreneur et d'humaine, et ben en fait le fait d'être confiné, de pas avoir beaucoup de distractions extérieures, bah, ça m'a permis en fait d'y aller quoi. Enfin, je me suis engouffrée dans la brèche, j'ai senti l'élan. Alors je vais quand même rétablir. Enfin, comment non mais non, je reviens sur ce que j'allais dire. Comment on passe de 0 à 300 000 vues? Bon, très franchement, il y a une grosse part de. Enfin, le buzz en lui-même, le buzz bon, relatif, on n'est pas sur des millions, mais c'est quand même un buzz. Enfin, ça a beaucoup tourné dans la sphère du développement perso. Ça, très franchement, j'ai aucun contrôle en fait. Tu vois, c'est un enchaînement aussi de choses un peu organiques qui se sont passées. Elle a été partagée dans des groupes de dev perso assez connus apparemment, mais j'ai pas de prise là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que c'est encore une histoire de choix et de suivre l'énergie qui était présente. C'est que donc ça, c'était début mai. Le buzz, il a eu lieu à peu près début mai. Et donc, j'ai fait d'abord 1 ou 2 essais de vidéos, donc téléphonées humoristiques, dans ce groupe, donc c'était Feu Sacré Business de Ouf à ce moment-là. Du coup, voilà, j'ai testé, moi je m'éclatais, très bon répondant et tout. Et je sentais que j'avais envie, donc c'est ça aussi où j'étais à l'écoute de ça, je sentais que j'avais envie. Je me suis dit, putain, mais si ça marche dans ce groupe, je me disais, est-ce que ça marche à l'extérieur en fait? D'autres gens intéressés par le dev perso. Donc il y avait de la curiosité, il y avait de l'envie aussi de savoir ça. Sur ce, j'ai créé celle qui découvrait les règles. Et donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Au début, je voulais partager sur un Instagram privé, en me disant, non mais quand même, Facebook public et tout. Et je me suis très vite rendu compte, pareil, j'ai checké à l'intérieur, je me suis dit, non mais là, t'es en train de te bullshiter, j'avais envie de savoir en fait, s'il y avait je sentais qu'il y avait un truc. Et je me suis dit, si tu fais un Instagram privé, c'est avec les gens que tu connais, donc en fait, tu vérifieras jamais ton hypothèse. Donc j'ai fait, allez, j'y vais, je sais. Je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer? Enfin, tu vois, moi, je m'étais dit, au pire, ça fait un bide. Moi, j'étais là-dessus, tu vois. Et, et vraiment, du coup, j'ai partagé ça. Et c'est là où, après, c'était hors de mon contrôle parce que je me souviens, les 2 premiers jours, il ne s'est rien passé de particulier. Si tu veux, je venais de créer ma page. Je m'étais éclatée à créer ma page. J'avais créé une 2e vidéo. J'avais tout mis, tu vois. Puis voilà, enfin... J'étais en train de me dire, va falloir que j'aille inviter des gens à aimer ma page et tout ça. Enfin, j'étais dans une démarche tout à fait normale de tu commences, c'est un nouveau projet, quoi. Et puis, les gens sont venus d'eux-mêmes, on va dire ça comme ça. Et ça, c'était à la fois excitant, vraiment, c'était fou, en fait. Très franchement, je me souviens, j'arrive encore à me reconnecter à comment je me sentais à ce moment-là. Il y avait un truc un peu hallucinatoire. C'est-à-dire que je voyais très bien ce qui se passait, mais c'était tellement au-delà de mes standards et d'un truc que j'aurais pu imaginer que j'étais en bug, en fait, ça a fait bugger mon système. Parce que ce que j'ai ressenti très fort, c'était mon Dieu, je crée un truc qui n'a jamais été aussi proche de ce qui se passe en moi, tu vois, qui était hyper personnel. Du coup, en fait, j'étais un peu à poil sur Internet, tu vois. C'était vraiment mes dialogues intérieurs un peu scénarisés, quoi. Et les gens aiment. Et j'étais avec ça, ça buguait là-dessus, en fait. C'était hyper confrontant, en fait. Franchement, cette période, elle a été hyper confrontante. Elle était à la fois, il y avait un côté d'extase, mais c'était très confrontant parce qu'en fait, c'est venu faire bugger mon système, c'est venu faire bugger mes relations. Et il y a eu énormément de choses en très peu de temps, en fait. Moi, ça m'a semblé long, mais je pense que c'était sur 2 semaines, comme ça. Ouais, c'est... Attends, je cherche le fil de... J'ai pas du tout envie, comme tu disais, qu'on s'attarde sur... c'est un peu une boutade, le comment on passe de 0 à 300 000, parce que... en fait, c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est l'événement improbable de cette histoire, mais Ouais.
c'est pas, t'arrives pas avec une recette en disant comment faire buzzer une vidéo sur Internet. Voilà. Et la preuve, aucune de mes autres vidéos n'a buzzé et que c'est pas le vrai travail en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis ravie que Mais ça c'est me ça. soit arrivé. Ça m'a aidé sur plein de choses, mais très franchement, c'est pas le. Ma question, c'est J'ai plus pas du de coup, prix. ouais, comment tu as fait? Parce qu'il y avait beaucoup de plaisir et de légèreté, ça se sent dans la création, dans la façon dont, en fait, presque ça t'est arrivé. Je parle pas des 300 000, mais tu as commencé à faire ces récaps de semaines en vidéo rigolote. Puis en fait, ça a donné des vidéos sur des sujets plus larges, sur tes dialogues intérieurs. Et puis, tu as créé cette page. Et là-dedans, il y a vraiment un fil de fun et de oh putain, mais c'était cool. Ah, mais en fait, les gens en plus répondent. Et donc, du coup, bah tiens, je vais faire une page pour avoir un autre terrain de jeu de ce truc-là. Comment tu as fait pour garder ce fil d'amusement et de créativité? Est-ce qu'il a bougé? Est-ce que c'est toujours ton fil aujourd'hui? Ah, c'est une super question ça. Euh, je pense que instinctivement, euh, comme ce fun et cette légèreté et ce plaisir, c'est ce qui m'avait permis en fait de passer le cap aussi, tu vois, de créer à partir de moi vraiment. C'est toujours un ingrédient très fort. Mais j'avais pas forcément pleinement conscience de ça à ce moment-là, mais je pense qu'instinctivement je le sentais et du coup je me suis dit, encore une fois, c'est très organique en fait. Je me suis dit, ça, faut pas le lâcher. En fait, ça, c'est ma boussole en fait. Et d'ailleurs, euh, quand la vidéo a buzzé, donc du coup, ça fait beaucoup d'attention sur moi, mais moi, j'avais pas de vidéo en stock en fait. J'avais pas prévu forcément d'en faire d'autres. Et en fait, il y a eu une grosse pression sur, je ne sais plus laquelle c'était, du coup, je crois que c'est sur la mission de vie, le bureau de la mission de vie. C'est la première que j'ai créée où d'un coup, bah, je savais qu'il y avait une pression extérieure en fait. C'était la première fois que je créais de cette manière-là. Et déjà là, je me suis dit, non mais on s'en fout en fait. Moi, je fais ça pour moi. J'adore le fait que ça plaise aux gens. Ça, tu vois, c'était aussi quelque chose qui était très clair pour moi. Et j'adore euh, que ça puisse aussi avoir une utilité, entre guillemets, tu vois, ça provoque des choses chez les gens. Mais en fait, là, je suis dans mon salon toute seule. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est vraiment un fil que j'essaye de tenir. C'est pas toujours facile. Euh, mais il y a un truc d'assez instinctif. Et puis, disons que j'ai quand même essayé d'autres manières dans ma vie, pas forcément sur la création, mais tu vois, de dire non, mais le plaisir ou la légèreté, ça compte pas, tu vois, bah ça marche pas très bien. Du coup, je me suis dit aussi, je vais essayer autre chose. Non, mais enfin, c'est vraiment sérieux ce que je dis en plus. C'est, je Non, me mais ça suis me dit, parle de ouf. Je rigole parce que ça me parle. c'est, instinctivement, j'ai fait un choix en fait à ce moment-là, je pense, que je dois refaire encore à certains moments, hein. Il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres. Euh, et même dans mes contenus plus sérieux, que j'adore aussi vraiment beaucoup faire, il y a ce truc-là. J'essaye de suivre l'énergie au maximum en fait. J'adore que tu dis ça. Cette semaine, non, la semaine dernière, j'étais avec ma coach avec qui je fais de la musique et on était en train de tenter un truc complètement nouveau. Évidemment, je me mettais une pression de ouf. Et à un moment, elle me dit, tu sais, si tu ressens autre chose que du jeu, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, parce que comme c'est un truc que tu n'as jamais fait, c'est de l'apprentissage, donc c'est forcément du jeu, de ce que tu apprends, là, tu n'es pas en train de performer. Et moi, j'étais là, genre, ah bon? Ouais. Depuis le début, à aucune seconde. Bon, en plus, j'étais un peu au fond du trou ce jour-là, mais j'étais là, mais je me suis pas du tout... je me suis pas tant amusée que ça m'a vraiment allumé un truc de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Et pareil, en parallèle, quand j'ai commencé à faire de la musique et à me dire, ah, c'est la musique avec laquelle j'ai envie de m'explorer en ce moment. Moi, j'adore la pop et j'adore plein de titres que les gens mettent sur leur playlist honte, tu vois. Et Pareil. du coup, j'ai vachement envie de faire ce genre de musique. J'ai envie de créer ce genre de musique. J'ai envie de reprendre ce genre de musique. Et il y avait vraiment un truc qui était hyper chaud à assumer en mode, en fait, il faut que j'ai des meilleurs goûts musicaux. Et comme tu dis, c'était très rapide de se décoller de ce qui est fun ou de ce qui est la source du plaisir pour moi. Mm.
et d'aller faire des trucs pour être un bon musicien ou pour rentrer dans des critères ou je sais pas quoi. Ouais. Et pareil, c'est ce coach qui m'a dit, mais on a eu plusieurs discussions là-dessus et là, ce que tu dis, ça fait énormément sens en fait. C'est que tu peux juger ton plaisir et ce qui te donne du plaisir. Toi, tu pourrais te dire ah, vas-y, c'est pas assez intellectuel, il faut que je fasse des montages de ouf. Je sais pas ce que tu pourrais te dire d'ailleurs. Il faudrait que j'ai des références extérieures, il faudrait que je sais pas quoi, la lumière, le machin, le truc. Et puis, bah, du coup, ça mettrait ton énergie à cet endroit-là où tu peux mettre ton énergie à découvrir ce qui te plaît et à continuer à suivre ce fil-là, en fait. Ouais. Et Ah, mais c'est exactement ça. Enfin, parce que tu vois, j'aime bien aussi ce que tu dis par rapport à. Je pourrais me dire qu'il faut que je référence mieux ou la lumière aussi ou ça, parce que clairement, il y a plein de trucs, tu vois. Il y a un autre ingrédient du coup que j'ai mis dans l'équation assez instinctivement, c'est la non. Je savais que c'était pas parfait en fait. Tu vois, je filme, la qualité du film. Au début, il n'y avait pas de sous-titres, la lumière. Il y a encore plein de trucs qui sont pas parfaits, mais je sais qu'aussi moi j'ai besoin de beaucoup. Donc là, j'ai appris aussi à me connaître depuis de nombreuses années. Et je sais que j'ai besoin que ce soit un processus léger, spontané au maximum, et de rajouter des petites briques à chaque fois. Tu vois, j'ai rajouté les sous-titres, etc. Tu vois, des choses comme ça. Mais parce qu'en fait, sinon, je focalise mon énergie sur autre chose qui en fait n'a rien à voir avec la choucroute. Et là, pour le coup, j'ai la preuve par A plus B que franchement, mes vidéos, je fais pas de montage, la lumière est pas ouf, il y a plein de trucs qui vont pas, on va dire, et pourtant, elles fonctionnent en fait. Elles se tiennent en elles-mêmes parce que je suis pas en train de mettre mon énergie où, pour moi, c'est pas nourrissant et c'est pas intéressant. Ce qui ne veut pas dire que j'aurais pas envie de progresser là-dessus. Mais là, le focus actuel, il n'est pas là-dessus. Ça, j'en profite parce qu'il y a une question de Clarisse un peu sur ce sujet. Elle veut savoir si tu prépares tes vidéos, tu écris le script avant ou est-ce que c'est du 100% impro? Alors, je vais casser le mythe, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça. Je ne fais pas d'impro, en fait. Dans le sens, j'ai un script, j'écris en fait mes vidéos, et pour moi, c'est la partie la plus... c'est là où j'adore, en fait. Vraiment, d'abord, c'est à l'intérieur que ça se passe, on va dire, j'écris à l'intérieur. Après, j'écris dans la matière, pour de vrai. Et ensuite, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai mon script sous les yeux. Donc, bien sûr, des fois, je vais en dehors du script, etc. Mais je ne considère pas que je fais de l'impro. Et je sens d'ailleurs, j'ai eu une expérience récemment, c'est pas, pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas le mode impro, c'est vraiment le mode création d'univers et d'écriture qui va avec. Je pense que je prends autant de plaisir à écrire mes newsletters, par exemple, de mon making-of, que mes scripts. C'est juste avec une couleur différente. Dans les vidéos, il y a tout l'univers aussi qui est à créer, où j'adore ça. Mais non, vraiment, ma matière première, c'est l'écriture, en fait. Disons qu'après, j'adore faire les vidéos parce que ça donne vie aux mots que j'ai écrits. Mais voilà, c'est pas l'intention principale. Bien. Mon Dieu, mes frissons de joie en t'entendant parler. Je trouve ça hyper inspirant. J'ai envie de te poser la question basée sur mon expérience et j'aimerais bien savoir si du coup c'est la tienne aussi. Donc je fais rapide, ma petite interview, mais je vais raconter ma life à moi. Moi, je remarque que, je sais pas, il y a 2 ans, chanter pour moi, même si c'était un énorme plaisir, c'était impossible. Genre, j'étais en chorale quand j'étais plus jeune. Si j'avais un solo, je pouvais tomber dans les pommes pour éviter de faire mon solo. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. J'étais vraiment tétanisée de ouf de chanter devant des gens. Et j'observe que, pareil que toi, il y a eu un moment de décision. Et après, il y a eu beaucoup de petits entraînements. Chanter devant un ou deux potes, chanter devant, je sais pas... un prof, prendre des cours de chant. Franchement, mes premiers cours de chant, c'est horrible. Je déteste ma prof, je suis tétanisée pareil. Elle me dit, vas-y, fais-moi un A, j'ai envie de lui jeter un truc au visage. Enfin, voilà. Mais quand même, avec le temps, ça s'ouvre. Parce que moi, c'était une autre de mes croyances de si c'était un truc pour toi, tu ne serais pas aussi stressé comme un espèce de petit pou asthmatique et tu te lancerais beaucoup plus facilement. Et quand tu parlais d'imperfection, ça m'a fait penser, là, cette semaine, j'ai enregistré un truc pour mon prof de guitare pour juste montrer où j'en étais.
c'était vraiment, mais vraiment pas parfait. Là, c'est pas horrible, mais c'est putain de pas parfait. Il y a plein de fautes à plein d'endroits. Et je lui ai envoyé quand même. Et je suis certaine que ça, il y a un an, j'aurais pas pu faire. Du coup, j'aimerais bien savoir comment c'est, toi, ton rapport avec l'entraînement et la phase où justement c'était des vidéos privées et même au tout début des vidéos carrément pratiques pour raconter un récap de semaine. Comment tu vois ce truc-là entre le lâchage et l'entraînement? En fait, de l'expérience du coup que j'en ai là, moi, au final, tout s'est enchaîné très vite. Tu vois, le passage de ah oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, du coup, toi, tu es au courant parce que tu en bénéficiais, mais il y a eu aussi un petit passage jusqu'en avril où je faisais les récaps, du coup, pour l'équipe de coach à laquelle j'appartenais, qui au début était écrit et je mettais un peu des blagues et voilà, je mettais ma touche perso, donc ça a commencé aussi comme ça. Et puis un jour, j'ai basculé sur de la vidéo, donc ça, c'était peut-être 2 semaines avant que je fasse mes vidéos téléphonées. Donc, tu vois, même là, c'est sur un laps de temps de 1 ou 2 mois, en fait, le moment où c'est très privé, et le moment où ça devient très public. Ça a été très rapide. Et du coup, je ne l'ai pas vécu comme toi pour le coup. Par contre, tu vois, là j'ai un exemple qui me vient. Quand on a vu mes premières vidéos, on m'a beaucoup renvoyé où est-ce qu'on peut te voir en spectacle, est-ce que tu fais du stand-up, tout ça. Ça a été hyper confrontant et en même temps, ça a ouvert une belle porte chez moi. Et je sens que cette porte, je l'ouvre, mais je pense pas que j'irai aussi rapidement que les vidéos, par exemple. Tu vois, je sens qu'il y a un espace de vulnérabilité. Enfin, je sais pas ce qui se passe exactement. La décision est aussi peut-être pas encore complètement posée, mais je pense que j'aurais plus un processus comme toi où j'y vais vraiment petit à petit. Là, il y a eu un... Je ne sais même pas quoi dire comme mot. J'ai eu mon espace d'entraînement, on va dire, mais au début où, comme tu dis, tu vois, tu joues devant deux personnes, etc. Après, en fait, le fait que ça buzz, ça m'a aidé, en fait. Parce que je me suis dit, bah, au point où j'en suis, en fait, moi, je m'en fous. Je fais ce que j'avais prévu. Enfin, j'avais pas prévu grand-chose, mais je me suis dit, non, mais tant pis, en fait. Très rapidement, j'ai pas publié les vidéos pour que ça buzz, en fait. Ou pour que... C'est ça mon espace. En fait, les vidéos du dimanche 18h, ça reste mon espace d'entraînement. C'est un produit fini à un instant donné. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même avec ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Il y a des semaines où c'est plus difficile que d'autres. Mais ça reste mon espace d'entraînement, donc je ne fais pas trop de distinction actuellement parce que je ne fais pas aussi de la performance live. Tu vois, le chant, à un moment, tu es sur scène, tu es sur scène, tu vois. Donc, je vois quand du même... coup, c'est ça ton espace d'entraînement. C'est les vidéos que tu enregistres parce qu'il y a bien un moment où il faut accepter que c'est un produit fini, même si j'ai un peu bugué sur ce mot, j'aurais pu dire ça avec une intonation différente, un machin, un truc, quoi. Ouais, mais alors ça, du coup, moi, je le fais j'ai l'impression un peu de me répéter, mais au ressenti et à l'oreille. Et enfin, quand je dis l'oreille, c'est pas que... Je sens, en fait, dans l'énergie, à la fois intérieure et même quand je regarde la vidéo, de me dire, là, ça tient, en fait. Ça se tient, c'est pas parfait, mais l'ensemble, il est cohérent. Dans l'énergie, je sens que ça se tient. Et voilà. Et puis même, il y a un moment, en fait, où une fois que c'est terminé, c'est comme si moi, à l'intérieur, l'énergie, elle partait. Parce qu'en fait, c'est terminé. Et du coup, je peux pas y revenir. Même si moi, intellectuellement, je me dis, ah non, là, ça va pas du tout ici. Franchement, je pourrais forcer. Hein, je sais, j'ai déjà essayé. Mais ça me saoule. Il y a vraiment un moment, c'est comme si l'énergie de cette idée-là et de cette vidéo-là, elle s'en va. C'est assez... c'est genre, bon, c'est bon, j'ai fait mon taf, c'est terminé. Et ça t'arrive qu'elle s'en aille avant est-ce que tu penses que ça a un lien avec ton processus? Genre, si tu as une idée qui arrive et qui pousse et que tu vas pas jusqu'au bout ou que tu la laisses à moitié en jachère, elle retombe et tu n'arrives pas à la faire? Alors, c'est super comme question ça. Je sens cette énergie qui se barre beaucoup pour le tournage. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait plusieurs prises, etc., et comme je ne fais pas de montage, donc ça veut dire que c'est vraiment une seule prise, forcément, j'ai le temps de me foirer. Donc, certaines vidéos, je fais beaucoup de prises, et c'est là où je dis que l'énergie, elle se barre. Par contre, pour l'écriture, c'est un peu différent. Je dirais qu'il y a deux types. Il y a soit j'ai une idée fulgurante parce que j'ai vu quelque chose ou j'ai lu quelque chose qui a trigger, enfin,
d'un coup, enfin, il y a la fulgurance de l'idée, on va dire, qui est là. Et là, il faut que je le chope tout de suite, au moins les premiers trucs. Sinon, ça marche plus, l'énergie est plus là. Par contre, des fois, je vais juste avoir une idée. Il y a moins ce feu, on va dire. J'ai juste une idée et puis je la laisse. Et puis des fois, je la reprends même des semaines après. Et là, ça fonctionne parce qu'en fait, je vais broder autour et ça mouline en fait. Donc, j'ai ces deux modes. Ouais, je ressens carrément ça. Pour les articles ou les chansons, j'en ai moins fait, mais j'ai senti qu'il y en avait qu'il fallait vraiment attraper au vol. Genre, elle est là, tu la chopes et tu la fais maintenant, sinon c'est mort. Et d'autres où tu as une espèce de début d'idée qui flotte un peu et puis ça peut se construire dans le temps ou à un moment, tu peux te dire, je me mets dessus et je le fais. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des idées qu'il faut attraper au moment où elles sont là. C'est pas toutes les mêmes, je sais pas comment dire, elles n'ont pas toutes les mêmes personnalités, quoi, les idées. Mais c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment des trucs à part entière qui ont leur propre vie, quoi. C'était pas une blague. Trop bien. T'en es où sur ton processus créatif? Je sais que c'est toujours un truc, moi, perso, qui me passionne de un peu comment ça marche. Est-ce que ça a évolué depuis le début? Qu'est-ce que tu découvres sur comment tu crées ces contenus? Euh, Alors, je sens pas une évolution de dingue en fait dans mon processus créatif depuis on va dire, le mois de avril-mai là. Par contre, je sens que je mets de la clarté en fait. Tu vois, et j'adore en fait faire ça aussi. J'aime beaucoup prendre du recul et voir comment je crée, les différentes façons de créer, les différentes énergies comme on vient de parler. Enfin, j'adore ça. Donc, c'est surtout ça qui a changé. C'est que j'ai de la curiosité pour ça en fait maintenant. Ce qui me permet aussi, en gros, je suis un peu en train de créer ce que je vois de mon propre mode d'emploi de ma créativité. Et ça me permet aussi d'en sortir en me disant, mais si je fais comme ça, par exemple, je sais pas, une semaine où j'ai pas d'idée, ou même il n'y a rien à l'extérieur qui vient me chercher ou quoi, qu'est-ce que je fais du coup? Je fais pas de vidéo. Enfin, tu vois. Alors, du coup, je joue avec ça. Je me dis, ok, là, j'ai aucune idée. Est-ce que tu es sûr que tu fais pas de vidéo? Alors des fois c'est non, je fais pas de vidéo parce qu'il y a aussi d'autres paramètres qui font que là en fait non. Et il y a des fois je suis là non mais là je sens qu'il faut pas que je lâche le truc. Ok, comment je crée à partir de là en fait? Et j'ai appris aussi à mettre de l'intention, enfin je sais pas comment dire ça, à diriger mon énergie, à dire ok là j'ai besoin de créer une vidéo, donc il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et j'essaye de pas m'y accrocher et je laisse, j'appelle ça mes vagabondages. Et je laisse les choses se faire, entre guillemets, par elles-mêmes. Des fois, ça marche. Je dirais 60% du temps, 70% du temps, ça marche. Des fois, ça marche pas. Donc, c'est ça que j'apprends beaucoup aussi. C'est de me dire, OK, du coup, là, je vois comment je crée et j'ai eu très vite de la clarté sur mon processus créatif, en fait. Ça, c'était assez dingue aussi. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai une curiosité là-dessus, donc forcément. Mais j'essaye, là, mon stretch, c'est aussi de dire, ok, mais si tu crées pas comme ça, comment tu crées? Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc. Puis là, j'ai ajouté des nouveaux formats aussi ce dernier mois de novembre. Donc, il y a la newsletter, comme je disais, j'ai fait des vidéos en mode je suis pas au téléphone, des vidéos normales comme on est en train de faire. Donc, ouais, j'élargis mon spectre en quelque sorte. Je vois qu'il y a de la curiosité, mais il y a aussi un truc chez toi qui est... Il n'y a pas de jugement, en fait. C'est un truc qui m'a... Enfin, je dis pas, évidemment, Émilie surhumaine, elle est née sans jugement. Mais, enfin, tu vois, quand tu as commencé à... Ou en tout cas, quand tu as du jugement, tu as une capacité à le voir et dire, OK, bon, tu es là, tu juges, très bien, merci, bonne soirée. Et puis, à quand même regarder ce qui est là. Et je m'en souviens notamment quand tu avais décidé de ne pas être coach, tu vois... j'avais ressenti ce truc-là de waouh, mais elle plonge dans l'inconnu, genre je sais pas du tout ce que je veux faire, je sais juste que ça, c'est plus le truc qui me motive, il n'y a plus d'énergie à cet endroit-là. Et quand tu as commencé à créer, pareil, en fait, ce que j'entends, c'est que tu n'es pas alourdi par une image parfaite du processus créatif. Le tien, il ressemble à j'écris, je fais des vidéos, je suis au téléphone, et puis en fait, ça me donne envie de faire d'autres choses. Et du coup, il y a une liberté, il n'y a pas de jugement, donc tu as plus de place pour de l'observation. Que si tu t'es dit, j'ai déjà eu des gens que j'ai coachés qui pouvaient être alourdis par ça parce que
paradoxalement, tu as été formé ou tu as étudié des maîtres et tu as vu des gens et tu connais le processus créatif d'autres personnes et tu te dis, ah mais c'est ça être un bon, je sais pas moi, c'est ça être un bon acteur. C'est se fondre dans son personnage, y croire à fond, passer des semaines à se faire appeler Marthe, si tu vas jouer le personnage de Marthe dans un film, j'en sais rien. Et quelque part, tu confonds le niveau d'adhésion de quelqu'un avec son processus créatif avec la recette. Genre, ah ben moi aussi, si je suis cette recette, je vais adhérer à et je vais devenir un bon acteur, un bon musicien, un bon je sais pas quoi. Ouais. Bah, du coup, tu me renvoies aussi quelque chose que moi, j'avais pas forcément formulé comme ça. Et, parce que moi, je sens beaucoup de jugement, je vis avec moi H24 et je sens où il y a du jugement. Du coup, c'est vrai que je ne l'aurais pas formulé comme ça. Par contre, ça me fait vraiment penser à un truc. Ça va avec le non-jugement et le fait de prendre des décisions sans savoir exactement ce qui va se passer derrière, sans avoir toutes les garanties. Je crois depuis très très longtemps, j'ai un niveau de foi et de confiance que j'ai entraîné de manière assez naturelle aussi et qui, pour le coup, depuis que je suis entrepreneur, me sert énormément, associé à de l'écoute et à être honnête en fait avec ce que je ressens. Ben, ça fait que les risques sont entre guillemets peut-être pas plus faciles à prendre, mais en tout cas, c'est quelque chose maintenant aussi que je connais, tu vois, de dire ok, là, j'écoute, il se passe ça, je fais confiance ou pas. Enfin, c'est une question encore de jauge, quoi. Et ouais, voilà. C'est trop intéressant d'entendre ça. Moi, je n'ai pas du tout de foi. Alors, pas du tout, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est pas du tout un atout pour moi, la foi. Quand je me suis lancée comme entrepreneur, je me suis dit, à tous les coups, au bout d'un mois, je vais faire une dépression et je vais finir sous un pont avec des tickets de rationnement. Enfin, c'était ça mon scénario privilégié. Et c'est un truc que je nourris depuis peu de temps. Je le précise parce que je sais qu'on peut vite se dire « Ah bah j'ai entendu Elina en interview, elle a dit qu'elle avait la foi, alors du coup, moi j'ai pas la foi, c'est foutu. » C'est intéressant de voir les endroits où c'est différent. Moi, j'ai pas la foi, quoi. Et je me suis vraiment lancée dans l'art en me disant mais un peu genre pareil que l'entrepreneuriat, genre il n'y a aucune chance que ce soit vrai. En fait, je suis pas artiste et je vais juste découvrir à quel point je suis pas artiste et tout. Ouais. Après, tu vois, la foi, elle ne va pas se situer forcément sur le résultat en lui-même, tu vois, du genre que oui, je suis artiste ou oui, je vais arriver à déployer Elina Unleashed dans une telle envergure que ça va être trop bien. Je dirais pas que la foi, elle est là-dessus, elle est plus sur le... Je ne saurais même pas exactement mettre un mot dessus, mais sur le... J'ai envie de dire que ça va bien se passer, mais pas dans le sens rassurant, dans le sens... En fait, je vais suivre ce fil, c'est ce que je fais depuis je ne sais pas combien de temps. J'estime que où j'en suis dans ma vie aujourd'hui est quand même carrément mieux d'où j'étais avant et qu'il n'y a pas de grosses catastrophes. Donc pourquoi est-ce que ça serait pire en fait? Je dis pas qu'il y aura pas je suis pas en déni qu'il y aura des difficultés, des choses comme ça, mais la foi elle est plus sur le fait de peut-être aussi le recul de la progression de comment je me sentais en étant ado et où je me trouve maintenant et de me dire ok en fait ça marche dans des trucs bizarres, j'arrive à trouver mon chemin par des détours et des choses, des circonvolutions et plein de trucs, mais il se passe des choses et je suis plus proche de moi maintenant que j'étais il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc la foi elle est plus là pour moi en fait. Ouais, carrément, je comprends. Mais c'est ça qu'il y a une confusion chez moi là-dessus. Mais il y a aussi c'est cette foi-là que moi que je suis en train de développer seulement maintenant, mais que j'ai jamais eu avant. Le truc on me dit bah toi tu vas toujours t'en sortir et tout. Moi je détestais qu'on me dise ça, mais j'avais vraiment envie de jeter des cailloux quand on me disait ça, parce que je ressentais pas ça à l'intérieur. Et effectivement, quand tu dis comment je me sentais ado et comment c'est maintenant, tu dis bon ça va. Effectivement, on peut suivre un fil. Mais c'est trop bien cette histoire de foi et de regarder où elle se situe en fait. Où est-ce que tu mets ta foi? Parce que peut-être qu'en fait, entre guillemets, on a tous une forme de foi, mais où est-ce qu'on la met en fait? Elle est investie où notre foi?
Elle est investie dans le fait que je vais m'en sortir parce que quelqu'un, je sais pas, j'ai une famille très fortunée, du coup, j'ai la foi qu'on va toujours me sortir d'un trou quand j'y serai. J'ai la foi parce qu'il y a un truc qui me passionne tellement que je sais que ce truc-là va toujours m'habiter. Ou j'ai la foi. Moi, je sais que j'ai cherché, je pense, la foi à un mauvais endroit. Et quand je t'entends t'exprimer, ça me fait me dire, ah putain, mais elle est où ma foi et où est-ce que j'ai envie de mettre ma foi en fait? Mais pour moi, tu vois, je sais pas si ça peut te donner des éclairages aussi pour toi, mais pour moi, c'est vachement associé à la détermination et à un truc de qu'est-ce que je veux vivre, tu vois. Même si j'ai pas forcément des choses, même si c'est pas précis. Enfin, tu vois, quand je me revois ado, franchement, je savais pas ce que je voulais vivre. Je savais juste que je voulais une vie où je me sentais pleine déjà à ce moment-là, tu vois, et où c'était vraiment le kiff, tu vois. C'était déjà présent avec d'autres mots. Mais j'étais fascinée par les gens qui réalisaient leurs rêves malgré les Mm. difficultés. Enfin, tu vois, il y avait déjà, et c'est ça qui a musclé ma foi aussi. Et pour moi, ça va avec la détermination et la remise en question. Je dirais que c'est un peu un trio. Enfin, Mm. quand je dis remise en question, c'est assez large, c'est aussi honnêteté, écoute, tu vois, mais c'est un peu le package, je trouve. Ouais. Ouais, c'est trop bon d'entendre dire ça. Moi, franchement, quand j'étais ado, je pense que je voulais m'en sortir, quoi. Je peux pas dire autrement. Je pense que ma priorité number one de ma vie, c'était de m'en sortir. Et c'était même pas de me réaliser, c'était juste s'en sortir, quoi. Genre, Après, là, tu vois, je te le formule comme ça, mais il y avait beaucoup de souffrance, parce que c'était aussi face à un constat de me dire, mais c'est pas possible, tu vois, je voyais le monde autour de moi et je me disais, mais les gens, ils peuvent pas vouloir que ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Moi, de c'était ouf. vraiment, ça m'obsédait. Ce truc, je regardais, notamment les adultes, me dire, même mes copines adolescentes, enfin, euh, j'étais très adaptée, donc du coup, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais ce truc, ça partait quand même d'une souffrance de mais les gens ne parlent pas des vrais sujets. Je sentais qu'on ne parlait pas des vraies choses et ça me perturbait énormément. Personne ne disait rien de comment on faisait tout ça. Et je voyais un niveau Je me disais, mais moi, mais je veux pas ça pour ma vie, tu vois. Je sais pas ce que je veux, mais moi, ça peut pas être que ça, la vie, c'est pas possible. Ah Et ouais, moi je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à vouloir ça? Genre, je sentais que ça me faisait. J'essayais de me dire, mais si, mais allez, force-toi, genre, tu vas réussir à vouloir ce truc, mais qui en plus n'avait pas de nom et pas de forme, mais genre, ce truc un peu fake que tout le monde a l'air de faire. Et ouais, c'était hardcore, hein. C'est vrai que donc, bon, suivre un. le niveau de foi à ce moment-là, tu vois, il était pas ouf, mais ça m'a quand même drivé, tu vois, ça m'a musclé ma détermination. Hmm. J'ai envie aussi que tu nous parles de. Bah, je te laisse choisir dans le menu, mais il y a eu ce moment où tu as décidé de ne pas être coach, qui m'intrigue parce que c'était aussi un truc qui s'était construit, c'était un truc dans lequel tu avais mis de l'énergie et c'est quasiment arrivé au bout du parcours que tu t'es dit, bah en fait non, du coup. Et l'autre truc, c'est le choix de faire du Elina Unleashed à 100%, sachant que bah, voilà, tu avais un job et qu'il y avait une stabilité financière. Et pareil, c'était un saut dans l'inconnu qui était, entre guillemets, qui pourrait de l'extérieur se dire, c'est pas nécessaire, tu pourrais jouer sur les deux tableaux, le temps d'eux, ou tu vois. Ouais. Ben, en fait, les deux, il y a un peu les mêmes ingrédients quelque part. Enfin, les mêmes choses en jeu, du coup, je vais répondre pour les deux. Euh, non, en fait, non. Même s'il y a des choses qui se recoupent, ça va pas être clair sinon. Pour le coaching, en fait, c'était très déstabilisant pour moi d'arriver à un point où, effectivement, comme tu dis, j'ai commencé mon chemin donc, dans l'entrepreneuriat par le coaching. J'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, d'argent. Je terminais ma formation avec KB à ce moment-là. Mais vraiment, encore une fois, dans l'énergie, il y avait un truc qui allait pas. Enfin, c'était. Et du coup, je constatais ça. Mais il y a eu vraiment ce moment très difficile de me dire non, mais là, c'est pas possible. Tu peux pas tout balancer. En fait, pas encore une fois. Tu vois, il y avait ce truc de non, tu vas pas encore tout changer. Et en fait, hum, encore une fois, il y a eu beaucoup d'écoute, d'honnêteté, tout ça. Et puis le moment de me dire, mais en fait, là, je ne peux pas continuer comme ça ne marche pas.
Ça ne peut pas marcher. Et il y a eu le choix qui a été du coup de changer les choses. Et en fait, entre guillemets, la magie, c'est pas de la magie, mais les choses ont fait que je suis quand même restée dans l'équipe et que j'ai retrouvé une place en fait qui était beaucoup plus satisfaisante à ce moment-là. Donc en fait, le fait de déclencher en fait, de dire bah non en fait c'est pas là, c'est plus ça, c'est pas ça, de poser les choses, ça permet, ça ouvre sur d'autres choses, ça fait de la place quoi. Et donc ça c'est plutôt pour la partie coach. Et encore une fois, c'est aussi un sentiment, c'est très dans mon ressenti, hein, tu vois, entre à quel moment c'est passager, parce que je n'ai pas quitté le coaching du jour au lendemain, ça a quand même pris du temps. Hein. Mais c'est vraiment une histoire de ressenti, à quel moment c'est aligné, enfin je me sens droite en fait, je ne sais pas comment dire, c'est un ressenti comme ça. Et à quel moment, non, c'est toujours pas le moment quoi. Et pour Elina Unleashed, alors c'est un peu différent quand même. Il y a toujours les mêmes ingrédients de mon ressenti. Et là, pour Elina Unleashed, c'était énorme parce que, comme je l'ai dit, j'ouvrais une porte en moi, un niveau de kiff, tellement de choses quelque part que j'avais cherché pendant très longtemps, qui se cristallisaient d'un coup là-dedans. Qui venait en contraste aussi avec l'énergie que j'avais du coup dans l'équipe de coach pour laquelle je travaillais, où d'un coup il y avait une dissonance aussi. Donc il y avait deux choix il y avait deux choix en fait. Il y avait qu'est-ce que je fais par rapport à comment dire, il y avait plein de possibilités. Il y avait ce que je ressentais pour Elina Unleashed et il y avait ce qui se passait pour moi professionnellement. Et à un moment, moi, j'ai décidé de lier ces choix-là, mais ce n'était pas une obligation. J'aurais aussi pu quitter donc l'équipe de coach et faire totalement autre chose en continuant avec Elina Unleashed. Je me suis posé la question parce que moi, j'ai toujours aussi l'entrepreneuriat, donc je voulais vraiment relancer mon projet d'entrepreneur. Et je me suis dit, il faut que je trouve un projet. Et je me suis vue faire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Tu l'as déjà ton projet en fait. C'est juste que pour moi, à ce moment-là, c'était inenvisageable que ça puisse être et créatif et un business. Déjà parce que c'était très nouveau et parce que créativité, mais comment on fait business créativité, ça marche comment? C'est quoi le truc? Donc il y a eu quand même des étapes aussi comme ça qui ont été rapides, mais ça je pense que ça vient aussi de mon fonctionnement à moi, enfin voilà. Et ouais, des choix qui ont été, pour cette histoire-là, un peu concomitants, qui se sont chevauchés. Donc, c'était un peu confusant d'ailleurs à des moments. Mais voilà, je ne sais plus ce que c'était la question d'origine, mais je crois que j'ai répondu. Mais je trouve ça trop bien parce que, comme toute personne qui assume d'un coup, pas d'un coup d'ailleurs, qui assume sa couleur et qui pose, comme tu disais, ça a mis des trucs dans tes relations. Il y a eu le buzz, mais il y a eu aussi, je pense que, pareil, on va pas refaire l'histoire, mais buzz ou pas buzz, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, dans ton énergie, ça s'est tellement ouvert, il y a tellement quelque chose qui a fait genre, rayon de lumière, c'est l'harmonisation, que ça faisait bouger un peu tout le monde autour. Ça a fait repenser la relation. Moi, je sais que ça m'a fait repenser ma relation avec justement l'artistique. Ça m'a fait repenser la relation au résultat aussi. Parce que là, pour le coup, c'était collé à un résultat. Et je vois ce que tu dis là en t'entendant. C'est différent pour moi. Je me suis posé la question de est-ce que je me bullshit en continuant à coacher, par exemple? Est-ce que je me bullshit en continuant à avoir une entreprise? Est-ce que c'est pas juste du passé, faisons table rase, arrêtons de s'accrocher à un projet juste parce qu'il existe allez, c'est parti, je vais prendre mes guitares et je vais aller sur la route et je vais faire des trucs, je ne sais pas. Et c'était vraiment... moi, je ne vais pas dire que j'ai adoré. Avec le recul, j'ai adoré, mais sur le coup, c'était désagréable. C'était inconfortable. Comment de s'ouvrir à ça, et j'espère que parmi les gens qui écoutent, peut-être que ça ouvre des trucs comme ça qui sont hyper inconfortables, mais putain, ça mérite de se poser ces questions en fait, et de quel fil je suis. C'est pas la bonne réponse parce que d'un côté, toi tu t'es consacré à 100%,
parce qu'il y en a qui font un mix de plein de trucs, parce qu'il y a toujours cette histoire de c'est la bonne réponse, c'est le bon endroit, c'est la magie. Et moi, j'ai adoré que ça me permette de vraiment me retrouver face à est-ce que vraiment ça te remplit de faire les deux, ou est-ce que tu es en train de bricoler et il y en a un qui prend le dessus. Ouais. Et c'était trop bien d'avoir l'occasion de se poser cette question. Et pour le coup, moi, je me suis rendu compte que les deux, ça remplissait les deux ensemble. Mais je sais que ça peut bouger dans le temps maintenant. Je ne me dis plus, c'est pas parce que c'est un bon endroit à un moment, quoi. C'est parce que ça s'écoute à quel point ça te remplit, ou comme tu dis, quand il y a des dissonances de ouf. Ouais, non, mais c'est clair. Et juste, je veux rebondir rapidement sur, tu parles d'inconfort, et c'est un truc hyper présent, en fait, là. Enfin, pour moi, vraiment, et même encore maintenant, ça fait totalement partie à plein d'étapes, à plein de moments. Parce que c'est assez... C'est marrant du coup, de le mentaliser, enfin, dans le sens de le structurer pour vous le partager, mais c'est énormément de plaisir, énormément de kiff. C'est, comme je dis, il y a un point de non-retour par rapport à la découverte de moi-même sur ces points-là. Mais putain, qu'est-ce que c'est inconfortable. Et même dans ce qu'on peut estimer le positif, c'est hyper chaud, en fait. C'est vraiment ça. Et ça, enfin, je trouve que c'est un élément auquel on n'en parle pas beaucoup, en fait. Enfin, tu vois, j'entends pas beaucoup les gens, tu vois, qui parlent de ça. En fait, quand je dis les gens, c'est les gens qui ont ouvert cette porte sur eux-mêmes, sur cette créativité, sur cette artistique. C'est hyper inconfortable à plein de moments. Il n'y a pas que ça, parce que sinon on ne le ferait pas, mais ça fait partie, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'expérimente, c'est ça, quoi. C'est vraiment Tu le me fait. tentes trop d'une question de coach, mais quel genre d'inconfort? Mais c'est une super question, parce que pour moi, je le vis comme un genre d'inconfort où je me sens, où je dois refaire un choix, faire ou refaire un choix. En fait, ça me reconfronte à, t'as choisi ça, là il se passe, tu sais, il y a un espèce d'inconfort, mais est-ce que tu veux y aller? Du genre, je sais pas, donc quand j'ai choisi de me mettre à 100% sur Elina Niche et d'en faire mon projet entrepreneurial, bah, c'était hyper inconfortable, en fait. Et il y a toujours là plein de moments, là je suis au cœur de ça en ce moment, c'est hyper inconfortable et ça me reconfronte au choix. Euh, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas, tu vois? C'est un peu ce genre d'inconfort-là, tu vois. Et je peux toujours rechoisir de ne pas y aller. Mais, et c'est un inconfort aussi, je sens, qui ouvre d'autres portes, enfin, qui fait grandir, je sais pas comment dire. J'apprends toujours beaucoup de cette phase d'inconfort. C'est pas juste de l'inconfort, ça me fait chier d'être là, tu vois, et que ça. C'est de l'inconfort, putain, tu sais, tu es dans une membrane, il faut que tu passes le bordel, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Et après, ça peut. Mais il faut passer le petit tunnel, plus ou moins grand d'ailleurs, ça dépend des fois. Mais moi, je le vois comme ça. Mais une phase comme ça, il n'y a pas très longtemps, où de toute façon, j'ai repéré depuis quand même 5-6 ans que c'est beaucoup plus moi qui décide de ma vie, on va dire. À chaque fois que tu passes un cap, mais quel qu'il soit, et ça peut être un cap invisible, c'est-à-dire c'est pas forcément des caps de réussite, de chiffre d'affaires, de nombre de vues, de je sais pas quoi. Ça peut être des caps intérieurs de niveau de kiff. Par exemple, il y a 15 jours, vraiment 15 jours, 3 semaines maintenant, peut-être ça fait 3 semaines, j'ai senti un truc qui a switché sur l'artistique, où je me suis dit, ah putain, c'était toujours un truc que je voulais, comme tu disais, une étiquette, un truc un peu extérieur ou une réalisation. Et à un moment, ça a fait genre, hop, c'est rentré à l'intérieur. Et j'ai kiffé de ouf. J'ai passé vraiment 48 heures à juste goûter ce truc et cette énergie. Et ça, en apparence, ne changeait rien d'extérieur, mais moi, je sais que ça a tout changé à l'intérieur. Tu vois, c'est ce que tu disais, le tipping point, là, le point de non-retour, c'était vraiment là. Après 1 an et demi à jouer avec la créativité, à ouvrir cette porte et tout. Donc voilà, ça a pris du temps dans mon cas. Et instantanément derrière, j'ai eu 2 semaines d'inconfort de dingue.
de plein de questions qui sont arrivées, qui n'étaient pas là, et tu te dis, putain, mais je... Et j'ai remarqué que dès qu'il y a un cap qui est passé de reconnaissance de choses chez toi, de kiff, d'épanouissement, ou je sais pas quoi, ça va, pour l'instant, en tout cas chez moi, systématiquement derrière, il y a cette forme d'inconfort-là à traverser, comme si, effectivement, tout ton système, il te dit, tu es sûr de vouloir faire cette mise à jour, tu vois, c'est genre le 70e pop-up. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir cliquer sur cette mise à jour ou pas? Parce que nous, on n'est pas sûr, et on voudrait que tu sois vraiment sûr. Mais c'est trop ça, c'est vraiment... Et puis je pense qu'il y a aussi un phénomène de... Moi, je l'ai senti très fort après le buzz, parce que, mais pas en termes du buzz lui-même, de ce que ça provoquait chez moi et dans mon entourage. C'était comme, il y a des mises à jour en fait qui se font, sauf que ces mises à jour, elles n'ont pas exactement la même temporalité que ce qui continue à vivre, à se passer, tu vois. Et ça crée un espèce d'une faille spatio-temporelle intérieure, je sais pas, et ça, c'est hyper inconfortable. Le temps qu'il y ait les lignes de code qui se remettent dans le bon sens, tu vois. Euh, ça crée beaucoup d'inconfort. De mon expérience, j'ai la même sensation que toi. Trop bien. Je regarde parce que je vois qu'il y a plein de questions. Alors attends. Il y a Sarah qui dit comment ça s'est passé vis-à-vis de ton entourage? Est-ce que tu as eu peur du regard de ton compagnon, de tes parents? Est-ce que tu te sens devenir une nouvelle personne et que du coup ça a bougé des choses dans ton couple? Alors, ouais, alors ça, par rapport au couple, ouais, ça a changé. Ça a été hyper chaud le moment donc du buzz, hein, parce que en plus on est très en miroir sur la. Il est artiste aussi, donc forcément ça allait taper dans des choses pour lui qui pouvaient être très inconfortables, voire douloureuses à ce moment-là. Donc ça a vachement... moi, ça m'a semblé long ce moment-là, mais je pense que ça a duré 2-3 jours, une semaine, allez, on va dire. Une semaine où vraiment, moi, je perdais... lui perdait aussi ses repères parce que ben, vraiment, c'était comme si d'un coup, moi, j'avais allumé la lumière et ben, lui aussi, il avait besoin de se réajuster en quelque sorte à ce qui se passait. Quand même, moi, je savais pas exactement ce qui se passait. Enfin, c'était un peu, bah, pareil comme je disais, là, le système qui a complètement bougé et il faut le temps que le truc se rééquilibre. Donc dans mon couple, oui, je l'ai vraiment vécu très fort. Euh, Moi, je mettais aussi des choses qui faisaient que ça foutait encore plus le bordel qui était déjà là. Par exemple, de ne pas voir que le buzz, j'ai beaucoup minimisé le buzz les 2-3 premiers jours. Et en fait, ça a desservi parce que c'était un déni de la réalité. Alors oui, c'était pas des millions de vues, mais c'était quand même ouf, en fait, ce qui est en train de se passer. Et du coup, en fait, chacun a repris, a vu ce qu'il y avait à voir pour lui, en grande partie. Après, ça, c'est des forces qu'on a dans notre relation, où on a beaucoup d'honnêteté, on a beaucoup de communication. En fait, on a utilisé nos points forts pour sortir de cette période, mais c'était hyper déstabilisant, ouais. Et moi, c'était très déstabilisant de voir que je déstabilisais des gens que j'estimais beaucoup plus avancés sur l'artistique, sur la créativité, dans mon entourage professionnel aussi. Enfin, c'était... Ouais, ça change vraiment quelque chose, beaucoup. Je ne sais pas si ça répond du coup à ta question, Sarah, mais oui, enfin, je ne vais pas mentir, c'est pas... ça redistribue les cartes, hein, et après, ben, faut que tout le monde soit d'accord pour jouer avec les nouvelles cartes. C'est un peu ça. On ne saura pas pour Sarah parce qu'elle est partie, elle regardera la suite en replay. Il y avait quelqu'un qui a demandé si on avait toutes les deux arrêté d'être coach. Du coup, je pense qu'on a répondu. C'était Marine. Du coup, moi, non, je coach toujours et ça fait toujours partie de mes activités. Et toi, du coup, tu coaches pas, mais tu lances des accompagnements. Ça me fait une transition subtile. Ben ouais, non, je coache pas. J'exclus. Encore une fois, c'est pas un truc que je me dis plus jamais de ma vie, pas du tout. Si à un moment je sens l'envie et l'énergie qui est là et que j'ai envie de retester ça, j'irai. Mais ouais, là, je suis plus sur création de contenu, partage de contenu et du coup des petits accompagnements. Je me teste là-dessus, là, ouais. Donc c'est pas du coaching à proprement parler. Et il y a Sandrine qui demandait si c'était de l'inconfort amené par la nouveauté, mais pareil, je pense qu'on a amené quand même pas mal de trucs là-dessus.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as l'impression que ça serait hyper précieux de parler ou que tu as vachement envie de partager et qu'on n'aurait pas abordé ce soir? Non, là, je crois qu'on a balayé pas mal de trucs. Non, j'ai rien qui me vient là dans l'immédiat. Cool. Bah, trop bien. Donc, si vous avez des questions, parce que je sais qu'on a un petit décalage, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et je te propose que du coup, on parle de nos offres, parce qu'en fait, on a toutes des trucs sous le tapis qu'on est là genre... Donc, go. Yes. Et ben du coup, parce que là, comme j'ai fait le choix aussi de Elina Unleashed soit un projet entrepreneurial, ça veut dire aussi que je me confronte en ce moment à lancer des offres et à imaginer des offres. Et du coup, pour le mois de décembre, j'avais super envie de terminer l'année en fait avec les personnes qui ont commencé à me suivre là depuis mai 2020. Et je lance une offre sur la créativité qui s'appelle les dessous de la créativité. Et du coup, l'idée, c'est de passer 3 semaines ensemble, donc du 30 novembre au 21 décembre, avec 3 thématiques, une par semaine, autour de la créativité pour justement lâcher les vannes et enlever du mystère. En fait, moi, c'est surtout ça qui m'anime, c'est enlever le mystère là où il n'a pas besoin d'être sur la créativité pour laisser la place à la magie, la créativité, parce qu'il y en a largement assez de la magie dans la créativité, dans la vie, dans le vivant. Il n'y a pas besoin de rajouter du mystère sur des choses où il n'y a pas besoin. Donc, c'est vraiment ça qui a drivé cette offre. Et du coup, je propose donc 3 semaines ensemble avec la première semaine, ça sera donc sur ouvrir les vannes de la créativité, les ingrédients que moi j'estime clés et qui m'ont beaucoup aidé pour débloquer ça. La deuxième semaine, on sera plutôt sur aller explorer le processus de créativité, prendre du recul sur son propre processus de créativité et d'inspiration. Et la dernière semaine, c'est, comment dire, est-ce que la créativité a envie de venir chez toi? Donc, en gros, comment tu crées les conditions favorables pour que la créativité vienne? Parce que la créativité et l'inspiration sont des petites bêtes très volatiles et très indépendantes. Du coup, comment tu leur donnes envie de venir chez toi? Donc, j'ai imaginé ça comme ça parce que c'est les 3 thèmes qui me semblent hyper importants et où on met beaucoup de mystère. Euh, donc, donc voilà, le format va être un live en début de semaine, ensuite des exercices ou de mise en action ou de prise de recul sur la thématique. Et on clôturera par un live questions-réponses. Et aussi, on en profitera pour faire un bilan de l'année et surtout de se projeter dans 2021, toujours avec le prisme de la créativité aussi. Donc ça sera un atelier bonus. Voilà, on commence lundi, mardi, voilà, le temps de se mettre en route, c'est jusqu'à Noël à peu près, quoi. Trop cool. Je mets le lien maintenant dans les commentaires et je le mettrai après dans la description, mais j'ai peur de changer la description et que ça pète le live, donc voilà. Trop bien. Moi, personnellement, je vais m'inscrire, donc voilà. Trop cool. Et du coup, nous, chez les aventurières, on a eu l'idée de lancer un abonnement, en fait, 2 abonnements, parce qu'il y a toujours ce binôme entrepreneur et artiste chez nous. Et c'est marrant quand tu dis l'élan et l'envie de ne pas mettre de mystère. C'est un peu pareil. En fait, moi, mon élan, c'était basé sur mon expérience aussi et sur les clients que j'ai accompagnés. J'ai vu que la créativité, l'art, même pour des artistes qui sont professionnels, qui en vivent et tout, bah, leur créativité à eux peut vite passer en dernier. Genre, ils font les commandes, ils font comme si c'était un travail comme les autres, entre guillemets. Il y en a une qui m'a dit ça, j'ai l'impression que c'est devenu un travail comme les autres et c'était un de ses objectifs de coaching, que ça ne soit pas le cas. Et moi, j'ai fait l'expérience de, en fait, ce qui est plus important que de lire 2000 livres et d'écouter toutes les interviews d'artistes qui passent sous la main, même si ça peut inspirer un peu, c'est d'avoir vraiment un espace et un cadre de pratique. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'abonnement qui existe pour ça, en fait. Et donc, on a décidé avec Cécile de créer 2 abonnements qui peuvent se combiner pour l'année 2021. Et c'est l'abonnement créativité débridé et l'abonnement business débridé. Grosse différence, c'est que l'abonnement business débridé, c'est des contenus, c'est un genre de Netflix de contenu avec un parcours et une boîte à outils
pour vraiment mettre son activité sur les bons rails. Et par contre, l'abonnement créativité, c'est vraiment une communauté avec des petits gangs de soutien qui seront créés en fonction des niveaux d'avancement et puis aussi des objectifs de chacun, parce que ce n'est pas le but de se mettre la rate au courbouillon et de se dire il faut que j'y consacre 4 heures par jour à partir de maintenant. C'est vraiment, vraiment fait. C'est pour ça que c'est 1 an, parce que c'est vraiment fait pour aller à son rythme. Et par contre, il y aura des open mic Moi, je ferai des lives, il y aura des gens qui interviendront. C'est vraiment tourné vers la pratique. Et il y aura du coup open mic tous les vendredis pour montrer ses travaux à niveau parfait, imparfait, en cours, pas en cours, enfin voilà, avoir du feedback. Et une fois par trimestre, ce sera en live avec toute la communauté des aventurières, plus des partenaires, parce qu'on va avoir des partenaires. Donc, il y aura plein de public pour ces lives et ce sera trop cool pour les gens qui ont envie, et ce n'est pas du tout obligatoire, de se montrer et de tester leur création sur plein de monde. Donc voilà, je vais mettre le lien aussi, les 2 abonnements débridés. Mais trop bien. Le niveau d'excitation est complètement... Franchement, je n'ai pas eu le slip aussi tourneboulé par une offre depuis très longtemps. J'en peux plus tellement j'ai hâte de commencer. Mais c'est trop bien. Le fait de proposer un cadre de pratique hyper régulier, en fait, dans une communauté, tu vois, c'est hyper précieux parce que, enfin, moi, pour le coup, dans mon expérience, je me la suis créée avec ce que j'avais et c'était hyper bien. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment... Il y a besoin de ça, d'avoir un espace de confiance où tu peux créer sans te dire que tu vas mourir, en fait. Donc, on va te pendre sur la place publique. Donc, c'est trop bien. Je trouve que ça se soit posé et sur en plus un engagement d'1 an. Enfin, c'est trop bien. Trop bien. Bah ouais, j'avoue, je suis très, très, très excitée par cette offre. Donc, vous allez en entendre parler parce que ça va être ouvert le mois de décembre, il est offert. Du coup, comme ça, on se donne tout le mois de décembre et mon rêve, c'est d'avoir 100 personnes dans l'abonnement. Je me dis, si on a 100 personnes dans l'abonnement, on demande à Elina Unlich de venir animer, animer des mois d'abonnement. Donc voilà, bah, en tout cas, si vous avez des questions pour nous, j'ai pas vu de questions. Sandrine dit ce que je retiens, dire non à une piste qui ne me convient pas pour dire oui à autre chose. Ouais, en tout cas, pour laisser la place à autre chose. Ne serait-ce que cette offre d'abonnement, elle est née parce que j'ai dit non à un truc qui me faisait moins envie et je vois que bah, ça a laissé la place à... Juste comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement simple, mais c'est tellement pas simple de suivre le fil. Ouais. Le suivi du fil. Voilà, mais je vois pas d'autres questions. On a réussi à pas perdre tout le monde en route alors qu'on a parlé 1h20. Bah, s'il y a des questions, et notamment les gens peut-être qui regarderont en replay, bah, taguez-moi, comme ça me fera une petite notif et je viendrai répondre. C'est ça, parfait. Et puis de toute façon, voilà, on va guetter je te taguerai si jamais je vois qu'il y a une question qui est là. Et, merci beaucoup, c'était trop bien. Franchement, à chaque fois qu'on a parlé de créativité ensemble, c'était juste la joie, quoi. Bah, merci à toi parce que bah, du coup, c'était la première interview et c'est genre trop un bonheur de faire ça chez les aventurières et avec toi parce que voilà, c'est genre trop bien. Donc, merci beaucoup aussi pour l'espace, c'est trop bien. Vraiment, je suis trop ravie. Trop bien. Et à lundi, du coup, pour ton offre, moi, perso, à très vite pour la tienne. On raccroche et je m'inscris. Je guette ton inscription. Trop bien. Ah, il y a Laura Denito qui dit merci. Peut-être quelqu'un de la famille Denito. Qui est cette personne? C'est elle. Trop bien. Merci à tout le monde qui est resté là avec nous jusqu'à 18h22. C'était vraiment trop bien. Bah, merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Je mettrai tous les liens pour trouver Lina, tout ça sur la page. Et puis voilà. Bonne soirée. Bonne soirée.